Bon, alors, petit mot d'accueil traditionnel. Comme je suis un peu fatigué, j'ai pris des notes. Le but du jeu, c'est évidemment de vous souhaiter la bienvenue. Pour ceux qui nous découvrent peut-être ce soir, donc moi je m'appelle David Marty, je suis un des 3 cofondateurs d'Unknowns. Unknowns est un cabinet de conseil en stratégie et en innovation qui fonde son travail de recherche de nouvelles opportunités de business sur les sciences sociales. Alors comme ça a l'air un peu étrange, mais en fait la réalité c'est que je pense que justement pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement, on va en avoir un bon aperçu ce soir grâce à nos intervenants et invités de la table ronde qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous rejoindre. Alors voilà, on a l'occasion aussi de ce soir, c'est qu'on a 3 ans. Unknowns a 3 ans, alors en soi c'est pas un exploit, enfin nous on est quand même plutôt contents. Et puis il y a 3 ans, il y a un truc qui est clair, c'est que sans doute que je vous aurais pas présenté la boîte exactement comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui est très excitant. On est fiers du chemin parcouru, déjà, c'est déjà pas mal, et on est surtout très excités par ce qui nous attend, parce qu'on est vraiment convaincus par cette démarche en fait qui lie sciences sociales, design et technologie. On est convaincu de l'intérêt de la démarche parce qu'elle porte en elle-même en fait l'opportunité pour des grandes entreprises d'accéder à une certaine forme de radicalité. On pense que la radicalité, c'est précisément ce dont on a besoin aujourd'hui pour créer des nouvelles opportunités de business. Et puis on est très content aussi parce que en fait, au fur et à mesure de notre travail, en fait, on s'aperçoit qu'on agit en fait d'une certaine manière pour essayer d'aligner les intérêts à la fois des individus et des entreprises. Et puis ça, après tout, c'est plutôt une mission intéressante. Alors aujourd'hui, on est près d'une vingtaine. On a une équipe incroyable, une équipe de dingue. Il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment tous les jours surpris quand on arrive au bureau de voir qu'il y a autant de monde et puis des gens aussi sympas et talentueux avec nous. Alors au départ, je voulais vous dire que vous pouviez les reconnaître avec le petit badge, mais en fait maintenant c'est plus possible parce que tout le monde en porte. C'est pas grave. Évidemment, on a des clients merveilleux. Et on gère des sujets compliqués, mais en fait on adore ça. Ça nous passionne et on espère que ça va continuer encore très longtemps. Donc voilà, c'est tout ce dont on rêvait en fait il y a 3 ans quand on a monté cette boîte avec Ludovic et Henri. Et c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Et maintenant je laisse la parole à Henri qui va animer cette formidable table ronde. Merci. Je te remercie du lancement, qui évidemment ne met aucune pression. Je vais demander à Marc, Denis et Jean-Samuel de me rejoindre. Donc on a la chance d'avoir des gens de talent aussi qui s'acceptent de venir parler avec nous. Donc moi je suis Henri Jantet pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc un des cofondateurs et moi aussi je suis très heureux de vous recevoir pour parler mais aussi pour célébrer nos 3 ans. Et 3 ans c'est surtout 3 ans d'études ethnographiques. Donc on en a fait une bonne trentaine depuis qu'on a commencé. On a fait grossir le département. Je reconnais là des gens qui nous aident à faire des terrains, voilà. Et sur des sujets aussi variés que la gestion de l'argent, l'aménagement du cadre de vie, la vie avec une maladie chronique, l'entretien d'une voiture, j'en passe, et des meilleurs. Et le jeu en famille à Noël, on en reparlera peut-être un peu plus tard, c'est une des meilleures qu'on a faites celle-là. Sur ceux qui connaissent la famille et ceux qui connaissent Noël et ceux qui connaissent le jeu, c'est un bon cocktail. Et donc à force d'observer la vie des gens, on a fini par trouver des espèces de constantes, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve un peu partout. Et comme on aime bien se poser des questions, on aime bien en poser à d'autres gens, on a décidé de les partager, ces enseignements avec vous, avec eux, et qu'on essaye de réfléchir un tout petit peu là-dessus, sur ce qu'on pourrait appeler les affres de la vie moderne. Donc on a intitulé cette table ronde « Super-héros connectés, toute puissance et en faire du devoir ». Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on observe quand même assez fortement depuis 3 ans qu'on fait des études, c'est que le digital a changé assez profondément, assez viscéralement quelque chose dans la vie des gens qu'on a tous rencontrés, c'est qu'ils ont des nouveaux pouvoirs. Et ils les aiment bien, ils trouvent c'est pas mal, ils sont contents, ils ont des pouvoirs. Il y a le pouvoir d'organiser ses vacances de A à Z, de choisir tout, de tout décider, de faire son truc sur mesure, de pouvoir comparer à l'infini des offres, de personnaliser ce qu'on veut, de pouvoir aussi, ça on l'a observé, de devenir aussi compétent que son médecin pour pouvoir discuter de stratégie thérapeutique avec lui. Donc
donc ça c'est pareil, c'est bon. Pouvoir changer de banque, pouvoir tout faire soi-même, comme on veut, bon ça demande aussi de savoir ce que c'est qu'un OPCVM, alors c'est pas simple. Bon, il y a des blogs pour ça, il y en a plein, ils disent pas tous la même chose, enfin c'est pas grave. Ils aiment bien leur super pouvoir, mais ils les partagent pas. Alors ça c'est un truc un peu particulier qu'on a observé, c'est ce qu'on a appelé pompeusement, parce que je suis entouré de jours brillants, la théorie des référents. Alors la théorie des référents c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte de partage du travail dans les foyers maintenant, une division du travail où il y a des membres du foyer qui vont prendre chacun un ou deux sujets et qui vont l'embrasser. Donc il y a, alors c'est quasiment un gouvernement. Il y a le référent transport, le référent santé, le référent argent. Enfin voilà, donc il y a des ministres et des secrétaires d'État à l'appel. Sauf que ceux-là, ils prennent des décisions, qu'ils les assument et qu'ils doivent choisir un certain nombre de choses. Donc si on se spécialise, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça en fait de pouvoir tout faire soi-même. Parce qu'il y a un autre phénomène qui revient souvent, qu'on observe systématiquement dans tous les domaines de vie qu'on a observé, et qui explique sans doute ce qu'on vient de cette spécialisation, c'est le choix et le coût du choix. Ça coûte cher de choisir. Devenir autonome, c'est arbitrer, c'est décider. Et arbitrer, ce serait super si on le faisait tout seul dans son coin, quoi. Hein, on serait là tranquillement, on choisirait son truc. Mais en fait, non, il y a plein de gens que ça concerne. Arbitrer, c'est tenter de répondre à des exigences, à des normes sociales, à des injonctions. Choisir, c'est plus que choisir un produit. Choisir, c'est choisir entre des gens. Et choisir entre des gens, c'est douloureux. Choisir ce qu'il faut pour leur répondre et être capable, surtout, bien sûr, de justifier l'intégralité de ses choix. Donc quand vous savez que dans une maison moyenne, et Marc le sait mieux que personne, il passe en moyenne, par exemple, 1000 unités de besoin, donc ça veut dire des produits, donc un paquet de spaghettis, un paquet de lessive. Il en passe 1000 différents par an. Il faut quand même pouvoir les choisir, ces 1000 produits. Il faut être compétent pour ça. Donc il faut monter en compétence parce qu'il faut pouvoir justifier tout. Je reprends souvent cet exemple, mais vous ne pouvez pas amener un pot de MDD Nutella sur la table du petit déjeuner sans avoir de solides arguments. Et puis il faut rester à la pointe par une veille permanente, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous laisser dépasser. Et chérie, pourquoi nous on n'a pas d'assurance vie? Parce que... Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on se crée des routines d'arbitrage, on essaye de faire en sorte de revenir toujours au même endroit, de faire les mêmes choix. Mais il y a quand même toujours des choix à faire et on verra pourquoi. Donc vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on se spécialise et qu'on se répartit les tâches, parce que c'est quand même compliqué. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la question de la responsabilité, parce que quand on choisit, on est responsable. Il y a un monsieur assez connu et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Spiderman, qui disait qu'avec les grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Et si j'ai tout décidé, j'ai tout choisi, avec des moyens qui étaient autrefois réservés aux professionnels, hein, donc moi je suis un malade d'aviation, je connais les taux de remplissage des avions 6 mois à l'avant, selon les classes tarifaires, et à l'intérieur des classes tarifaires, dans les buckets de tarifaires, bon, bref, des trucs vraiment pro, quoi. Mais là, tout d'un coup, je dois tout assumer. C'est-à-dire que je ne peux plus dire « Ah bah oui, non mais attends, c'est pas de ma faute ». Ah non, non, tu sais. Et j'ai pas la garantie décennale, moi, hein, donc je peux pas me planquer. Donc responsabilité devant les acteurs qui interviennent, le foyer, mais responsabilité aussi, et on le verra, vis-à-vis sans doute d'un corps social plus large. Donc juste, concrètement, il faut en permanence se justifier et en permanence être responsable. Et puis il y a les entreprises qui, au départ, elles n'aimaient pas trop qu'on prenne le contrôle, ces fameux logiciels qui permettaient de savoir... voilà. Bon, puis maintenant, elles ont compris qu'elles pouvaient baisser leur prix sans baisser leur marge, parce que les gens faisaient le travail. C'est pas mal. C'est un bon deal. Donc elles vous poussent plutôt à ça, le self-care. C'est génial, le self-care. Enfin, les gens s'occupent eux-mêmes des choses qu'on faisait avant. Pas mieux comme deal. Et puis maintenant, en plus, il y a une norme. Ah mais tes vacances, t'as pris une agence de voyage, mais pourquoi t'as fait ça? Attends, en 3 clics, tu peux tout choisir, c'est super. Ouais, mais j'avais pas envie cette année. Donc il faut être en contrôle, il faut justifier, il faut être un consommateur et un être absolument en contrôle. Donc choisir, assumer ses responsabilités, on est bien loin de la jouissance pure du pouvoir, et c'est peut-être pour ça qu'on commence à observer ce qu'on appelle des démissions. Des gens qui commencent à refuser de choisir, commencent à redéléguer, voilà, ils commencent à s'échapper. Donc ça commence par aller chez le boucher au lieu d'aller choisir sa viande. Chez le boucher, tout d'un coup, c'est lui qui porte toute la responsabilité. Si c'est bon, c'est parce qu'il vous respecte, et si c'est mauvais, c'est parce qu'il est nul. Ça, au moins, vous êtes peinard. Pas d'ennui. Mais l'agence de voyage, ça permet d'éviter le truc tout simple de l'hôtel qui donne sur la mer, mais aussi sur l'autoroute. Je pense que tout le monde a vécu ça. Donc il y a en fait des envies de délégation, il y a des envies de délégation de choix, il y a des envies de délégation de responsabilité qui sont autant d'opportunités pour les entreprises. Alors, maintenant que j'ai endormi tout le monde, comment faire pour conserver nos pouvoirs sans plonger dans les abîmes du choix et de la responsabilité? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. On veut garder le choix, mais on veut garder le pouvoir, mais le choix et les responsabilités, c'est compliqué.
et comment le digital vient aussi adoucir les conséquences de ces super pouvoirs qu'il a créés. Bon, on va discuter de ça donc avec nos invités. Je suis très content qu'ils soient là. Ils sont tous les trois de domaines différents. Ils ont des regards sans doute très différents. Je vais faire de gauche à droite. Donc, Marc Boulanger, directeur digital, figital, ce qu'on veut, enfin, big boss du digital, de l'innovation chez Intermarché Alimentaire. Et donc, gros sujet. Jean-Samuel Bescard, sociologue, donc un ami de la famille chez Orange Labs, mais aussi chercheur associé au LISIS à Marne-la-Vallée, qui s'intéresse, lui, particulièrement aux transformations qui sont liées aux usages du numérique. Et puis, Denis Jacquet, entrepreneur, créateur de l'Observatoire de l'ubérisation, auteur et observateur privilégié de l'évolution des comportements et de l'action des entreprises sur ce sujet-là. Alors, je voudrais qu'on commence par parler de la question du choix et de l'arbitrage. La désintermédiation, effectivement, le découpage, l'unbundling, tout ça qui finalement me donne ces super pouvoirs. Est-ce que c'est finalement si nouveau que ça ou pas? Et je voudrais poser la question à Denis. Je pense qu'en fait, je ne sais pas si avec les grands pouvoirs viennent les responsabilités, mais moi il y a deux autres philosophes qui me viennent directement en tête, des gens profonds. Je pense à Virenque, le coureur cycliste, qui avait mis effectivement à l'insu de son plein gré dans les choses. Et je pense que le digital nous fait avaler beaucoup de choses à l'insu de notre plein gré. Et puis à un autre grand philosophe qui était Jean-Claude Van Damme, qui demandait à ce qu'on soit aware. Hein. Donc je pense qu'on n'est pas du tout aware, qu'on fait des choses à l'insu de notre plein gré. Bon. Donc en réalité, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut observer à la française, parce qu'il faut toujours être négatif quand on est français, donc je vais pas échapper à mon atavisme. La première chose, c'est, je pense que vient surtout une espèce de forme de soumission. D'abord, on a tous compris qu'à partir du moment où quelque chose était gratuit, c'était nous le produit. Donc je pense qu'il faut qu'on en prenne une conscience beaucoup plus aiguë, parce qu'aujourd'hui, comme on est le seul continent mondial à avoir fait de Google un moteur de recherche qu'on utilise à 90 ou 95%, on n'a pas compris que cette petite gratuité, qui est un petit pas pour l'homme, était un énorme profit pour une humanité qui s'appelle Google. Bon. Donc en réalité, j'ai toujours pas compris pourquoi les Français, les Italiens, les Anglais et les Allemands, effectivement, étaient les seuls à considérer que Google elle était la référence unique dans la recherche. Et heureusement, Quant, petit bout par petit bout, depuis 2 ans, conquiert 1, 2, maintenant 4% du trafic qu'il a repris à Google. Donc il faut qu'on arrive à comprendre que le digital, c'est plus une soumission qu'une capitalisation d'un pouvoir qu'on aurait acquis grâce à l'Internet. De la même façon que tous ces trucs de traite de journalistes sur l'Internet qui a permis le printemps arabe, on a vu ce qu'il était devenu, c'est juste une fantaisie journalistique. Bon. Donc, je pense, et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'en réalité, c'est surtout une fuite du travail des entreprises vers le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire le boulot que faisaient des entreprises. Alors, le côté dangereux que ça peut avoir, c'est de savoir si c'est quelque chose à somme nulle ou à somme positive ou négative. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à faire le travail que tu citais de l'agence de voyage, la question, c'est de savoir si demain, quelqu'un d'autre va faire mon travail à moi. Bon. Et donc, au bout d'un moment, si tout le monde se fait taper une partie de son travail par l'automatisation qui va arriver, qui va être une vague beaucoup plus monstrueuse dans les 15 prochaines années, qui va s'ajouter à la vague de ceux qui n'ont pas compris qu'ils faisaient le travail à la place des entreprises qui essayaient désespérément de trouver des gains de productivité, on va se retrouver dans un monde que prédisent un certain nombre d'études, c'est où est-ce qu'on va perdre éventuellement ou muter 40% des emplois qui existent dans le monde. Pratiquement toutes les professions, y compris les plus qualifiées, sont remplaçables à 67 jusqu'à 87%. D'accord. Ça, c'est juste pour plomber l'atmosphère. C'est ça, non mais l'ambiance est sympa. Donc, je voudrais me retourner pour un peu plus vers les gens, vers Jean-Samuel qui les regarde. Est-ce que finalement les choix et cette capacité d'arbitrage, est-ce que vous qui étudiez les usages numériques, qui vous regardez les gens, est-ce que vous sentez aussi ce poids-là? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est juste dans notre tête à nous? Alors, je commence à avoir l'habitude de faire un peu l'optimiste de service, ce qui n'est pas l'habitude en plus pour un sociologue.
Et effectivement, aujourd'hui, il y a un débat qui est très fort sur le numérique. Est-ce que ça apporte plus d'autonomie ou est-ce que ça apporte plus de contrôle? Et en ce moment, la thèse est plutôt la thèse dominante, si vous lisez les journaux, si vous lisez les philosophes en ce moment, c'est sur les inquiétudes liées à la manipulation par le numérique. Alors c'est une chose de dire, et je pense que là c'est dur de dire le contraire, que en termes de répartition de la valeur de toute la plus-value qui a été produite par le numérique, elle n'est pas équitable et elle est fortement appropriée par les GAFA, etc. C'est une autre chose de dire que, dans le cas du consommateur qui nous occupe par exemple, mais ça marche pour plein d'autres cas, qu'on peut observer de la manipulation ou que entre l'empowerment que vous observez dans vos études et que j'observe aussi dans mes études et une supposée manipulation qui, à partir de toutes les datas, réussirait effectivement à faire au consommateur des trucs qu'il n'avait pas envie de faire ou pas idée de faire. Voilà, moi, en tant que sociologue qui pratique les sciences sociales et qui croit des choses avec des preuves empiriques, pour l'instant, je vois de l'empowerment souvent, et donc ça me fait plaisir d'être invité ici, de recroiser des gens encore un petit peu qui, après 2013-2014, croient encore que le numérique, ça apporte de l'empowerment. Et on a du mal à prouver la manipulation, à trouver des preuves de la manipulation, qu'on fasse des enquêtes qualitatives, quantitatives, etc. Donc voilà, mon premier point, c'est de dire, oui, effectivement, dans ces enquêtes, on voit que le consommateur, il a récupéré de l'autonomie, qu'il n'est pas dupe, que quand il ne maîtrise pas, il évite, que quand les algorithmes le guident trop, il résiste, etc. Donc ça, c'était le premier point. Après, sur ton deuxième argument, qui est de dire, du coup, ça fait peser un poids énorme sur les épaules. Je pense que c'est vrai, mais partiellement, en tout cas, il y a quelque chose à nuancer, tu l'as dit très rapidement, mais dans toutes les études et les théories de sociologie de la consommation, donc que ce soit dans la théorie des pratiques anglo-saxonnes ou dans les articles très récents des sociologues français de la consommation, type Sophie Dubuisson, etc., les gens de Sciences Po, ils arrivent à peu près au même résultat. Et ils disent, non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que si on a mis l'unité de je sais plus quoi, de besoin. À gérer... l'essentiel de notre vie, elle se passe de façon non réflexive, pour le dire de façon très résumée, c'est-à-dire qu'on suit des sillons, on a des automatismes et on ne se pose pas de questions. Et c'est ça qui rend la vie possible. On ne se pose pas de questions, évidemment, de savoir ce qu'on va prendre au supermarché, sauf si c'est un truc tout nouveau, mais on ne se pose pas de questions de quel sport on va faire à la rentrée, de quelle activité va faire le gamin, etc. On suit les sillons qu'on a tracés. Et des fois... de manière exceptionnelle, on va devoir remettre en cause le sillon, en tracer un nouveau, où il va y avoir des injonctions extérieures qui vont dire non, c'est pas possible. Et voilà. Et ce que se pose la question empirique que se pose la sociologie en ce moment pour essayer de savoir comment ça s'articule, ces phases de réflexivité avec cette vie toute tracée, mais que heureusement qu'elle est tracée, sinon on ne pourrait pas la vivre. C'est voilà, qu'est-ce que ça fait? Donc on a quelques cas de figure bien identifiés. Les ruptures biographiques, voilà, une maladie, un divorce, un enfant, un déménagement et tout, ça oblige à retracer les sillons, et donc c'est des moments de fatigue, de grosse réflexivité, etc. Mais après, voilà, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, il va y avoir un conflit et on va être sensible du coup à une injonction à l'écologie, à une injonction à la santé, qui auparavant nous passait complètement au-dessus. Et donc du coup, c'est la campagne qu'on a entendue il y a un an qui va d'un seul coup être mise en voie. Donc c'est sur cette articulation que se pose la question. Sur la question des sillons, je voudrais rebondir avec Marc Boulanger, parce que j'imagine que dans un panier ou dans un caddie, il y a une partie non négligeable, enfin d'ailleurs je le sais, il y en a au moins 90%, qui sont uniquement du non choisi, c'est-à-dire qui sont une reprise d'un produit qu'on prend à peu près systématiquement. Donc comment du point de vue de sans doute le commerçant qui a le plus de références dans notre vie, on aborde cette question du choix? En fait, la question du choix, en fait, il y a deux choses, parce que d'un côté, ça nous arrange bien, quand même, ce côté répétitif et récurrent, parce que de toute manière, s'il devait remettre en arbitrage en permanence, etc., d'abord, en effet, c'est très très lourd, et en plus, ça ferait prendre éventuellement des risques. Voilà, il faut quand même se le dire, parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, on le voit dans l'actualité aujourd'hui, l'alimentaire devient un enjeu absolument central. Enfin, il n'y a plus une semaine où on ne nous parle pas de perturbateurs endocriniens, de problèmes. Enfin, le dernier épisode avec Lactalis et le lait infantile nous le montre encore. Bon, mais ça, voilà. Mais les sillons, en fait. Il faut aujourd'hui en fait, qu'on arrive à accompagner le conso, en effet, pour lui faire changer un peu de sillon, pour arriver à répondre justement à ces nouveaux enjeux. C'est ça le truc. Et donc aujourd'hui, ce qu'apporte le digital, ce qu'apporte cette transformation,
c'est que ça fait porter aussi une responsabilité, ça donne peut-être des pouvoirs aux consos, mais ça nous fait porter une responsabilité supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on va être en devoir de lui apporter justement, et c'est un gros effort pour un distributeur, ces éléments d'explication, ces éléments d'arbitrage, ces éléments qui vont lui permettre justement à un moment de ne pas rester forcément dans ce sillon, alors en espérant qu'il va peut-être en changer, mais toujours à notre profit, évidemment. Ben voilà, il va juste changer de plage et pas changer de disque. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, il est là l'enjeu. Il y a un devoir d'accompagner, en un fait, devoir d'accompagner, un devoir de faire progresser, en fait, de faire progresser. Et qu'il y a une partie de la responsabilité qui nous incombe et qu'on ne va pas pouvoir se renvoyer la balle constamment en disant un coup c'est les industriels, un coup c'est les distributeurs, etc. Je prends souvent cet exemple. On a eu une élection présidentielle cette année qui est assez révélatrice en disant vous nous emmerdez, quoi. Voilà, la gauche, la droite. Bah, c'est pareil dans notre métier, c'est-à-dire les distributeurs, les industriels. Démerdez-vous entre vous, apportez-moi la réponse. Voilà, c'est ça qui est en train de changer, notamment avec le digital. Donc le super choix des individus renvoie de la responsabilité. Complètement. Mais du coup, cette responsabilité, si on enchaîne, cette question de la responsabilité, elle s'est élargie, puisque finalement les choix de consommation deviennent des choix de société. Donc est-ce que ça, Denis, vous l'observez aussi, vous, cette charge de responsabilité qui pèse sur les décisions qu'on prend? Prendre un Uber, c'est adhérer au modèle Uber? En fait, bon, il faut quand même qu'on rétablisse une vérité, c'est que l'essentiel des concitoyens de tous les pays du monde n'ont pas les moyens d'avoir de la conscience. C'est-à-dire que quand vous démarrez le mois, et c'est quand même 80% de la population à découvert, vous n'êtes pas en train de penser à la planète, changement des modèles sociaux, etc. Vous pensez juste à comment je vais tenir jusqu'au mois d'après. Et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais aujourd'hui, avec l'effondrement des classes moyennes dans tous les pays occidentaux, l'élargissement du nombre de pauvres et l'automatisation qui arrive, pour l'instant, les gens ne pensent plus que l'avenir sera meilleur que le présent. Et tous les sondages, toutes les études qui sont faites dans les pays occidentaux le prouvent. Et en plus, c'est corroboré par le fait que c'est la première, voire la première génération et demie qui n'améliore plus la situation sociale de la génération précédente. Et ça ne va pas s'améliorer. Bon. Donc, ce qui signifie que, je ne sais pas, si on prend l'exemple des camions connectés en 2023 aux États-Unis, c'est 5 millions de chauffeurs au chômage. Donc, alors on pourra nous expliquer dans des très beaux débats auxquels je participe à la télé, etc., qui vont tous devenir data scientists, mais les probabilités sont relativement faibles à mon avis. Donc du coup, et quand on demande aux gens, y compris mon camarade Nicolas Bouzou, que j'aime beaucoup, il dit « Mais t'inquiète pas, ça va se recréer Schumpeter ». Schumpeter, ça ne marche plus. Il va falloir qu'on arrive à faire comprendre aux gens que Schumpeter, il y avait des conditions, il y avait notamment de la démographie et de la croissance, et que ça, il n'y a plus. Bon. Donc ce qui est vraiment important, c'est que néanmoins, notre rôle à nous, j'allais dire en tant qu'acteurs citoyens, qui avons un peu de temps, un peu de moyens et du temps à perdre en dehors de notre job, parce que tout ça c'est du job bénévole qu'on fait en dehors, on l'a fait nous pendant les pigeons, on l'a fait ensuite pendant différents combats qu'on a pu mener, c'est qu'il faut qu'on fasse le tour, comme on l'a fait. Là on a fait, je sais pas, 300 conférences, on a vu 45 000 personnes, 45 000 personnes sur 68 millions d'habitants. C'est beaucoup et c'est rien du tout. Mais ce qu'on a continué à dire, c'est deux choses. Un, alors... La grande distribution, notamment, a été responsable très longtemps, mais c'est pas Intermarché que j'en veux le plus. Celui que je supporte pas, c'est Édouard Leclerc. Donc c'est un type que je rêve de pendre sur la place publique depuis très longtemps. Mais en tout cas, la grande distribution, avec la complicité du politique, nous a vendu l'idée pendant 30 ans que le pouvoir d'achat et donc le prix bas était ce qui était de mieux pour l'économie française. Et on a le pays le plus fort en grande distribution. On a saccagé notre économie et délocalisé nos emplois. 30 ans plus tard, on a la gueule de bois et on se dit comment on rétablit le truc. L'Internet a commencé à renforcer ce message au début des années 2000, puisqu'on a dit aux gens, grâce à Internet, on va supprimer les intermédiaires et ça sera encore plus bas. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à chaque fois qu'on met un prix plus bas, on met un pied plus profond dans la tombe. Bon. Donc là, on commence peut-être à en prendre un peu conscience. Il y a des gens qui se disent, il est temps de remonter la société par le haut. Donc le choix qu'on doit faire, effectivement, c'est de dire que quand on est installé dans nos fauteuils, parce que je pense qu'on est d'une population, d'une génération ici, sans présupposer quoi que ce soit, qui vit pas trop mal, qu'on a les moyens de faire venir un truc chez nous, et qu'on a le choix entre deux modèles, un qui est à 7,50 et l'autre qui est à 9, au lieu de se dire « Waouh, 7,50, j'ai gagné 1,50 », on devrait essayer de se poser la question de savoir qui va payer la différence. Et celui qui paye la différence, sans surprise,
C'est celui qui est au bas de l'échelle, celui qui pédale sur son vélo et qui vient livrer chez vous. Parce qu'il est payé 7,50 de l'heure, c'est pas cher, c'est le pouvoir d'achat, c'est fantastique pour le consommateur. Il se casse la gueule, il n'a aucun revenu de substitution, aucune protection sociale, aucun chômage, pas de maladie, rien. Bon. Donc si c'est ça le bénéfice de la politique du prix bas, je dis qu'il serait peut-être temps de se poser la question. Donc oui, quand vous faites 1,50 € de plus qu'on peut tous faire, c'est pas beaucoup pour nous, c'est énorme pour lui. Donc c'est un choix de modèle de société. Quand vous prenez un Allo Marcel ou qui respecte un peu plus ses chauffeurs, qui ne change pas les conditions du jour au lendemain comme Uber peut le faire de temps en temps, mais aussi chauffeur privé, ben, vous faites un choix de modèle social. Donc moi, ce que je rêve, mais c'est une utopie qui est nécessaire pour faire fonctionner les sociétés, c'est qu'à un moment donné, on arrête de surfer sur nos téléphones et qu'on regarde ce qu'il y a un petit peu en profondeur. Et qu'on se dise, c'est quoi derrière le modèle social? C'est quoi les valeurs de la société? C'est quoi qu'on veut faire de ce pays? Et à ce moment-là, oui, le jour où on me prouvera que 99% des consommateurs font ça, je dirais qu'effectivement, le consommateur est éclairé, il a un vrai pouvoir et il sent sa responsabilité. Et très honnêtement, à part une petite population parisienne de gens très avertis, très éduqués, qui pensent que oui, je ne pense pas que ce soit malheureusement le cas aujourd'hui, parce que les gens n'en ont ni le temps, ni les moyens. C'est tout. C'est pas qu'ils sont bêtes, je ne suis pas en train de dire que... C'est juste qu'ils n'en ont pas le temps et les moyens. Ils ne peuvent pas surpondérer cet arbitrage éthique par rapport à un arbitrage prix, par rapport à un arbitrage de disponibilité. Et là, pour finir, parce que malheureusement, je vais devoir... je suis désolé de faire ça, je le fais jamais, mais là, j'ai pas le choix, parce qu'ils m'attendent, devoir filer. Moi, je suis en Afrique tous les 3 mois dans le désert. Effectivement, aujourd'hui, les Africains ont un smartphone. Bon. Donc, ils vont pas faire des choix de société. Ils vont faire des choix pour bouffer, pour ne pas mourir. Et moi, je m'occupe de SOS Sahel, qui travaille sur toute la bande sahélienne, où l'enjeu est à 400 millions de personnes si on ne sait pas faire reculer le désert et permettre l'accès à l'eau. Ben aujourd'hui, effectivement, ils ont un téléphone, mais ils n'ont pas les moyens de faire des choix de société. Donc du coup, c'est à nous, tous, ceux qui peuvent le faire, effectivement, parfois une minorité, mais de bénéficier à la majorité. Donc c'est pas grave que quelqu'un puisse pas le faire, mais il ne faut pas que les autres démissionnent. Et c'est ça l'enjeu de tout ça. D'accord. Désolé, merci. Je file. Ouais, merci. Jean-Samuel, justement, pour rebondir là-dessus, cette question de la responsabilité et des arbitrages, parce qu'en fait, ce qu'on décrit, c'est un système d'arbitrage dans lequel je vais avoir de l'éthique, des enjeux de prix, des enjeux divers, enfin un certain nombre d'enjeux. Donc ça, dans ce que vous avez observé, vous retrouvez cette arrivée quand même si elle est minoritaire, d'un certain nombre de critères qui sont liés à la façon dont sont fabriqués les produits ou sont fabriqués les services d'ailleurs. Oui, à la fois la façon dont ils sont fabriqués, à leur impact et aux conséquences de leur consommation. Alors là, ce serait faux de dire qu'on a toutes les preuves empiriques bien solides qui témoignent d'un mouvement global, social, d'une grosse réflexivité sur la société de consommation. Mais on commence à avoir suffisamment d'indices pour se dire qu'on est à une phase particulière où du coup peut-être que cette réflexivité elle est particulièrement forte et que ça correspond à une phase où on remet en cause tout ce qui était... il faut rediscuter tout ce qui était établi, tous les sillons, et qu'ensuite, peut-être que ça pourra se restabiliser en fonction de comment ça se règle. Alors, juste 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, nous, on fait des études sur la façon dont les gens essaient de transformer un petit peu leur consommation en s'appuyant soit sur les nouvelles technologies, soit sur des groupes de discussion, etc. Ce qui est assez fascinant, c'est l'énergie qu'il y a dans une forme de transformation collective, c'est-à-dire le nombre d'endroits où les gens essaient de se transformer ensemble. Et donc, on analyse des groupes Facebook où là, il y a des discussions de 100, 200, 300 commentaires et replies sur qu'est-ce qui est correct d'acheter comme sapin de Noël, qu'est-ce qu'il faut manger comme viande si on décide de quand même continuer à manger de la viande, etc. Et l'intensité de ces discussions montre bien qu'il y a quand même quelque chose de spécifique dans la période. Et donc on n'a pas encore de bons mots pour le caractériser, ce sorte de mouvement global réflexif de la consommation et de ce que ça veut dire consommer et de ce que ça a comme sens. Mais voilà, il se passe quand même quelque chose en ce moment qui explique que sans doute les sillons sont moins bien tracés en ce moment. Le deuxième point... Ça va au bar? Ça se passe bien? Ouais, toi la consommation ça va, Il y en a qui ont fait un gros arbitrage, Et voilà. On va laisser Denis partir s'il doit filer. D'accord. Voilà. Le deuxième point sur qui ça concerne dans la société,
Donc effectivement, c'est un mouvement qui va être plus marqué chez les catégories les plus diplômées, chez les catégories les plus aisées. Alors après, encore une fois, ça dépend des enquêtes, mais d'abord, ça augmente. C'est-à-dire, si vous prenez les différentes études de l'ADEME, là où ils font leurs patates en disant combien sont concernés, combien s'en foutent, combien aimeraient bien mais peuvent pas et tout, les patates du haut, elles grossissent, et les patates qui s'en foutent complètement, elles ont quand même tendance à rétrécir, et le awareness, la conscience d'un certain nombre d'enjeux, voilà, en tendance, elle augmente. Après, ça ne veut pas dire que les gens la priorisent tout le temps, etc. Et l'autre chose, c'est que y a un très bon livre, un livre un peu énervant, mais avec du bon matériau dedans, de Jean-Baptiste Combi, qui a étudié la réception de l'impératif écologique chez les catégories populaires. Et il montre que c'est pas que la planète s'en fout ou qu'ils sont pas capables de comprendre. C'est qu'ils estiment qu'il y a une injustice dans le fait que ce soit encore le consommateur qui doit faire les efforts à équivalence avec tout le monde. Et au fond, il a raison. C'est-à-dire, si vous faites le bilan carbone de moi habitant dans le 9e ou du mec qui habite dans la banlieue un peu lointaine du Mans, qui roule au diesel et qui mange de la viande, moi je prends l'avion 2 fois par an et donc mon bilan carbone il est pire. Et donc voilà, il y a une forme de résistance qu'on peut interpréter comme une résistance politique et qui n'est pas infondée. Donc voilà, donc ce qui rend peut-être c'est moins inquiétant. Je sais pas, mais on s'en fout. Ce que je trouve intéressant, c'est que le critère existe. Après, je le pondère pas forcément dans mon choix, mais le critère existe. Il est présent et il est partagé. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans la consommation la plus ordinaire, la plus quotidienne, commence à apparaître ? Marc, tu parlais tout à l'heure donc de la responsabilité qui t'incombait d'offrir des choix, mais est-ce que ces choix, les gens les prennent ? Et quelles sont les conditions pour qu'ils les prennent, en fait, pour qu'ils cette responsabilité, finalement, ils la saisissent ? On voit, hein, même si en effet on peut critiquer la question sur le prix et le rôle que l'on a sur aujourd'hui de tirer le prix vers le bas, etc., c'est quand même une condition d'accès majeure, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit sur des phénomènes, donc oui, on a quand même une décroissance de la consommation de viande, nous on le voit, hein. C'est-à-dire qu'à un moment c'est des questions de volume, donc c'est pas encore en effet un truc énorme, mais il y a des signaux très clairs là-dessus. On parle tous les jours du bio, voilà, le bio, voilà, c'est ce qui va tirer la croissance du marché alimentaire dans les 5 prochaines années, d'accord ? C'est le seul secteur qui va tirer d'ailleurs, qui va tirer la croissance. On le voit aussi avec le développement de toutes les enseignes spécialisées, voire même des comportements assez curieux, hein, c'est-à-dire aujourd'hui des consommateurs qui préfèrent dire tiens, j'achète à mon producteur voilà, qui est allé à 10 km, il a pu mettre du pesticide, des trucs horribles partout, etc. C'est pas grave, il est à 5 km, donc ça vaut mieux. Donc c'est là aussi où il y a toute cette notion d'éducation et d'accompagnement à faire. Mais oui, on voit des signaux, de la volonté, de l'envie. Après, c'est sûr qu'à un moment, le prix, c'est une condition d'accès majeure, quoi. Majeure. Et alors, au-delà de ces responsabilités de très haut niveau... D'ailleurs, j'insiste, nous, on est dans un débat assez contradictoire. Je reprends l'exemple du bio. C'est que quand on fait de la promo sur le bio, on se fait taper sur la gueule, parce qu'on dit qu'en gros, ça y est, on recommence à exploiter, voilà, à faire baisser, voilà, et que l'arbitrage, notamment pour nous, de dire entre accessibilité et valorisation des filières, etc., c'est pas évident, quoi. C'est pas évident voilà. Et je pense que là-dessus, en effet, ça mériterait de la part d'un distributeur d'avoir un peu plus de transparence dans la chaîne de valeur, d'expliquer, comme on l'a fait à un moment quand il y a eu le problème sur le porc, il y a quelques mois de ça, où à un moment on a dit non mais voilà, nous on est prêt à payer le prix du kilo à tel prix, voilà, à chaque étape, comment se décompose le prix au kilo du porc. Mais c'est difficile. Et là aussi, ça demande un effort aux consommateurs de rentrer là-dedans. Ils ne sont pas tous encore dans cette démarche-là. Alors là, on est sur des enjeux de responsabilité très élevés, mais si on rentre un peu plus dans l'intimité, dans le foyer, il y a quand même une première responsabilité qui est vis-à-vis des membres de l'entourage. C'est-à-dire que si c'est papa qui a fait foirer les vacances, c'est pas exactement la même chose. Et alors, est-ce qu'on retrouve ça aussi dans la consommation comment la technologie, justement, a fait évoluer cette charge de responsabilité ? Donc, je reviens sur l'histoire des référents. Alors, je ne sais pas si la technologie l'a fait évoluer. En vrai, je ne sais même pas à quel point c'est vraiment nouveau. Enfin, ça peut toujours être plus ou moins marqué et tout, mais la division du travail au sein du foyer, elle est très ancienne. Mais même la division du travail concernant la consommation et concernant la finance, elle est aussi très ancienne. Voilà, il y a les familles ouvrières, l'homme remettait la paix
à la femme parce que c'est la femme qui avait la charge de la tempérance et du contrôle. Et voilà, plus généralement, il y a une division genrée du travail au sein de l'enconsommation qui, je pense, peut-être qu'elle doit être accentuée, elle doit prendre des formes peut-être plus extrêmes et plus schématiques, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit voilà, radicalement nouvelle. Alors, et du coup, disons que c'est un problème si jamais cette division genrée est inégalitaire, c'est-à-dire si c'est l'homme qui récupère les choix des consommations les plus hédoniques. Voilà, et des choix des consommations les plus hédoniques, genre les vacances et les objets technologiques de pointe, et que c'est les femmes qui s'occupent des choses les plus routinières, donc moins valorisées, ce qui est encore le cas, donc on peut le critiquer sous cet angle-là, mais voilà, alors là pour le coup, moi j'ai jamais vu dans mes enquêtes, mais du coup je serais curieux de lire les endroits où vous le voyez, des conflits à l'intérieur de la famille qui soient liés à ces zones de responsabilité ou à ces empiètements. Alors peut-être par contre dans le cas où il y a des enjeux moraux sur certains types de consommation et où effectivement, voilà, là j'imagine si on faisait un sondage, dans combien de familles est-ce que émerge le débat sur est-ce qu'il faut manger du foie gras à Noël et est-ce que quelqu'un va envoyer une vidéo de L214 à la famille. Voilà, bon, ce type de choses. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la personne qui est responsable, qui a ce rôle, qui va être spécifiquement visée. Je crois qu'il y a une forme de pression, surtout, c'est sur l'exigence sur la question du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, il y a la question de l'arbitrage, etc. Mais vu que ça paraît facile, pourquoi c'est pas encore là ? Pourquoi tu l'as pas encore fait ? Parce que maintenant, c'est quoi ? C'est quand même pas compliqué, quoi. Ça te prend 3 minutes, quoi, tu vois, d'aller, tu le commandes, ça arrive tout seul, etc. Et donc, je pense qu'en fait, là, en effet, ça peut créer dans un environnement, etc., si ce n'est du conflit, en tout cas des tensions, parce qu'il y a une forme d'intolérance, quoi, en fait, toujours pareil, voilà, c'est-à-dire à l'attente notamment. Et est-ce que ça veut dire que du coup ces pouvoirs, alors qui sont peut-être plus anciens dans certains marchés effectivement, mais que plus en fait ça a l'air facile, plus l'accès a l'air simple, et moins le choix est valorisé, et plus la responsabilité est toujours là. Donc finalement, c'est la disparition dans les cultures ouvrières de la ménagère, justement. Tu disais tout à l'heure la charge de la tempérance, de la gestion du foyer, qui était quelque chose de valorisé quand même. En fait, pour le coup, c'est un grand enjeu très général du numérique. De quel est le type de travail dans l'univers numérique qui est visible et invisible. Et effectivement, ce que tu décris, je pense que c'est très vrai, c'est qu'il y a plein de types de travail qui est invisibilisé par le numérique, par l'idéologie aussi du numérique, que c'est instantané, que c'est très facile. Et on peut imaginer que voilà, certains types de choix sont encore considérés comme un peu longs, choisir des vacances, choisir un bien technologique de pointe, tandis que pour d'autres types de choix, le travail va être beaucoup plus dissimulé. Donc, comment on peut faire, du coup, pour conserver finalement cette facilité apparente, cette possibilité d'avoir quand même... je suis d'accord, il y a des choses qui existent depuis longtemps, mais enfin, il y a quand même plus de choix sur un certain nombre de marchés. Je sais pas, il y a pas si longtemps, personne n'avait l'idée de se poser même la question de son fournisseur d'électricité. Est-ce que c'était bien ou pas ? En tout cas, c'était un problème à régler. Donc, sans revenir au monopole, est-ce que finalement il y a... une place, alors qui peut être une opportunité pour des entreprises, mais aussi un besoin pour les individus, de retrouver des éléments de délégation, de retrouver de l'accompagnement. Enfin, comment est-ce qu'on peut finalement avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire toujours cette capacité quasiment infinie d'accès à beaucoup de choses, et en même temps de s'épargner quelques affres de choix et d'échapper un tout petit peu aux responsabilités. Est-ce que c'est possible ? Ouais, alors... Juste deux petites nuances et après une réponse, parce qu'évidemment, je ne réponds jamais directement à la question, c'est mon travail. Mais le premier truc qui est important de rappeler... C'est bien comme travail, ça. C'est très bien, ouais. C'est pas mal. À nous aussi, on fait ça. Si je fais ça chez moi, je sais pas, c'est pas pareil. Hein. Ils le prennent moins bien. Donc, juste le premier point à rappeler, c'est que dans un certain nombre de cas, et peut-être les plus visibles, choisir, c'est aussi un plaisir.
Et donc cette période où on va choisir ses vacances, où on va se projeter, où on va choisir sa télé, sa chaîne IFI, etc., ça fait partie du plaisir de l'anticipation, et c'est aussi ce que les économistes ou en marketing on appelle le moment de stabilisation des préférences. C'est-à-dire que il n'y a pas un acteur consommateur qui a des préférences bien définies, qui sait exactement ce qu'il veut et qui arbitre entre des choix. Ses préférences vont se stabiliser, il va commencer à savoir ce qu'il veut au fur et à mesure qu'il regarde l'offre. Donc dans ces cas-là, c'est pas un problème. Juste le deuxième point que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que dans certains cas, notamment dans le cadre de cette on va dire réflexion globale sociale sur la justesse de nos consommations, il y a une dimension politique qu'on ne veut pas tout de suite reprendre aux individus. C'est bien qu'ils se posent la question, et c'est normal que, vu la phase dans laquelle on est, ce soit compliqué, et qu'il y ait toutes ces absurdités qu'on voit sur tous les marchés, de voilà, je commande à la ruche pour que ce soit local, mais le mec fait 200 km avec sa camionnette diesel hyper vieille, et donc c'est pire que si... Voilà. Mais dans plein d'autres cas, c'est bien, et il faut voir ça comme des moments collectifs d'apprentissage qui sont nécessaires, et qu'il faut surtout pas, qu'il faut pointer, mais qui ne doivent pas disqualifier l'ensemble du monde. Et après, voilà, effectivement, ça peut être que temporaire, ou ça fatigue au bout d'un moment, ou une fois qu'on a affirmé ses valeurs politiques, elles sont là, si on n'y arrive pas, on va renoncer. Et donc, il faut espérer qu'on va émerger dans la grande distribution, ou plus généralement. Alors, c'est les gens de Negawatt, avec qui j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, qui ont le concept d'offre de sobriété. Et que donc, voilà, pour des gens qui essaient de réformer leur consommation, aujourd'hui, ils sont face à plein de petits bricolages et arbitrages qu'ils doivent faire. Voilà, les débats sur Facebook montrent bien que c'est pas clair. On peut imaginer que d'ici 5 à 10 ans, avec le travail collectif et des acteurs de la production et de la distribution, mais aussi de tierces parties qui seraient garantes, émergent des offres relativement fiables, voilà, et que tout comme une fois qu'on a changé d'énergie une fois et que c'est garanti et qu'il n'y a pas de problème et pas de scandale, c'est fait, que voilà, pour la plupart des choix se stabilisent un peu des offres de sobriété en disant c'est pas le mieux, mais c'est quand même un vrai progrès, c'est garanti, c'est stabilisé, donc j'ai plus à me poser la question, je suis dans ce rayon-là. Ce qui permettrait de retrouver un sillon. Voilà, d'accord. Alors je sais pas si je vais répondre directement. C'est pas mon soir, je sais pas. À la question. En fait, je pense qu'il y a cet effort-là qui est nouveau, en effet. Voilà. Je pense qu'on peut les accompagner en les aidant à le partager. C'est-à-dire qu'en trouvant de la fierté. Et au-delà du cercle familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'aspect communautaire, et on le voit sur l'alimentation notamment, ça commence à se développer. Alors il y a les dingues aux États-Unis, là, ces nanas qui font des vidéos pour déballer leur caddie, voilà, et qu'on font voilà, une expérience partagée, etc. Je ne sais pas si on en est là, mais quelque part il y a ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ça puisse sortir du cadre simplement fonctionnel et que ça puisse permettre de créer des communautés, du lien autour, parce qu'en plus, généralement, c'est quand même des actes donc, qui deviennent de plus en plus individuels, voilà, où t'es toi avec toi-même devant ton device, quel qu'il soit, etc. Et donc tu te retrouves un peu seul. Donc à un moment, je pense que ça peut apporter quelque chose si on offre la possibilité de le partager. Voilà, le partager. Et d'ailleurs, on voit, en effet, il y a de plus en plus, en effet, de ces choix, voilà, qui sont partagés. Voilà. Et il n'y a pas que le voyage, et ça s'étend à pratiquement tous les domaines aujourd'hui. Merci. Je vais vous demander juste un petit mot de conclusion sur cette question finalement un peu bizarre, qui est est-ce que finalement le super-héros connecté, il est dans l'enfer du devoir ou dans la toute-puissance ou dans les deux? Non, mais je pense qu'il est... Peut-être qu'il est plus dans le devoir, mais c'est bien. Enfin, voilà, on peut voir ça aussi comme un position des temps. C'est bien que, vous savez, il y a pour ceux qui ont fait ne serait-ce qu'un tout petit peu de sciences sociales, il y a un classique qui s'appelle un truc d'Hirschman qui s'appelle Bonheur privé, action publique, et qui dit que dans l'histoire des sociétés occidentales, il y a des phases de repli sur la consommation et des phases où on débat un peu plus de ce qu'on veut être, pour le faire vraiment à la louche. Peut-être que ça veut juste dire qu'on est dans une de ces phases un petit peu plus politique, un petit peu plus large, et que pour le coup, du coup, les outils numériques tombent à pic parce que certes, c'est des outils de manipulation, de robotisation, de destruction de la société, mais c'est aussi des outils qui ont fait leur preuve comme outils je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, comme outil de partage et de construction réflexive. Donc voilà, oui, peut-être un peu plus dans le devoir, mais c'est pas l'enfer, on est bien obligé, sinon pour le coup on se fait manipuler.
Ouais, bah pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si c'est toute puissance ou devoir. En tout cas, il y a une chose, c'est pour rebondir sur ce que disait Denis, hein, c'est ça, c'est l'éveil, la conscience, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait pas à un moment que cette puissance soit voilà, fasse baisser le niveau de conscience. Ou que même l'accompagnement vienne masquer en fait la conscience qu'on doit avoir. Absolument, absolument. Et que la pression sur le devoir aussi fasse qu'on mette un peu de côté l'exigence sur le niveau de conscience qu'on doit avoir, parce que oui, évidemment, qu'en termes de manipulation ou même voilà, d'orientation, voilà, je pense que là, il y a un enjeu extrêmement important. Merci. Merci à vous. Donc, comme on va parler maintenant de choses sérieuses, c'est évidemment pas moi qui parle. C'est bon. Bonjour, effectivement je ne suis pas là pour dire des choses sérieuses comme d'habitude. C'est l'heure de boire un verre. Donc on va pouvoir... Ah, il y a des questions. Mais oui, évidemment, les questions. Non, vas-y, pose-la ta question. On a le micro. Alors, moi je suis dans la partie sociologue, donc ceux qui veulent aller au bar, vous pouvez y aller, je serai peu vexé. Tu as cité, est-ce que je te tutoie, j'en sais mieux. Tu as cité un ouvrage de Jean-Baptiste Comby sur la question écologique. Et en fait, l'essentiel de sa thèse, c'est de montrer que finalement, il y a beaucoup d'injonctions à la prise en charge individuelle du problème écologique. En gros, on nous dit, il faut que tu tries tes déchets. Or, on n'a pas tous les dispositions pour trier nos déchets et que la solution ne vient pas que des individus eux seuls. Du coup, je me pose la question, dans la toute-puissance et l'enfer du devoir, si la personnalisation que nous donnent les outils digitaux nous ramène toujours à une responsabilité et que maintenant on observe des phénomènes d'émission, est-ce qu'on a tous les moyens de démissionner ? Et un truc tout simple, c'est on va nous dire ah bah, il faut que tu sois conscient dans tes choix, etc. Ça machin. Mais oui, mais moi, à la fin, il faut que je bouffe pas cher, quoi. Et on m'a dit que mes enfants, il fallait de la protéine. Et je suis désolé, moi, les protéines, c'est les protéines animales. Ta question, c'est est-ce qu'on met pas les gens dans l'étau, en fait ? Voilà. C'est-à-dire qu'on... Une question de sociologue. Donc, alors effectivement, c'est... On trouve souvent dans les enquêtes que les dispositions à la transformation de soi et même les dispositions à la réflexivité ne sont pas distribuées socialement de façon égale, et elles sont plutôt moins fortes chez les classes populaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont absentes ou qu'elles ne prennent pas d'autres formes. Et l'autre élément, et la critique de Comby, qui est souvent à la hache, c'est de dire que effectivement la focalisation sur la décision individuelle et plus exactement le fait... En fait, sa critique principale, c'est de dire tous ces problèmes écologiques qu'on devrait régler, la plupart on les évacue, donc à chaque fois qu'il s'agirait de faire des taxes, des lois et des régulations sur les émissions, on les fait pas, et du coup le seul truc qui reste, c'est l'idée d'une consommation responsable, parce que ça coûte rien. Donc cette critique-là, je peux que y souscrire, mais après, sur le... Puisque vous êtes d'accord, on peut aller boire alors. Voilà. Voilà. Après, sur le fait de comment est-ce qu'il faut agencer, moi j'aime bien le triptyque un peu qu'il y a dans la théorie des pratiques, de dire pour changer quelque chose, il y a 3 niveaux en gros pour comprendre un comportement du type de la consommation ou du recyclage. Il y a les représentations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend qu'on fait les trucs. Il y a les dispositions et les habitudes, c'est-à-dire quels sont les gestes que j'ai l'habitude de faire qui sont inscrits en moi. Et il y a l'infrastructure, c'est-à-dire quels sont les dispositifs publics et même la façon dont est agencée ma maison qui vont me permettre de le faire facilement. Et donc effectivement, si on cherche que à changer des dispositions de représentation sans changer les infrastructures, ça ne marche pas. C'est la même chose, c'est une façon d'arbitrer en fait, aussi. Donc effectivement, il faut que ce soit accompagné par de l'action politique et par de la transformation d'un certain nombre de structures. Je vois pas d'autres questions. Si. Moi, il y a une question qui vient à mon esprit par rapport à la responsabilité vis-à-vis du consommateur. Mais c'est surtout le fait que le consommateur n'a pas forcément le choix d'être un consommateur toujours. C'est-à-dire le risque de la réification du consommateur comme quelqu'un qui a ça comme nature.
le consommateur, il peut aussi devenir un producteur. Il peut vouloir, par exemple, devenir un pompier quand on est sauvé par les pompiers. Est-ce que cette responsabilité, qu'il y a en fait l'opposition entre le modèle une barre de recherche genre Google et le modèle un outil de recherche comme WordPress, dans lequel le consommateur peut devenir un producteur, et quelque chose qui pourrait aussi signifier quelque chose par rapport à la responsabilité vis-à-vis du consommateur. La possibilité de lui donner le choix. De lui donner un rôle, voilà, c'est ça? Non seulement le choix d'acheter, mais le choix d'être un entrepreneur, par exemple. De contribuer, effectivement, dans ce rôle multiple. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de domaines, alors pas trop encore dans le nôtre, mais je crois que dans le domaine médical notamment, etc., il y a des grosses initiatives quand même, hein, depuis déjà un moment sur l'intégration en effet des consommateurs ou des patients, peu importe, mais vraiment dans la construction à un moment et le plan de développement de recherche diverses et variées ou de services. Voilà. Oui, ça peut être une voie. Après, c'est une charge aussi en plus. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça, c'est un modèle, c'est une vue un peu, si ce n'est idéalisée, en tout cas, à mon avis, quand même très minoritaire, parce que oui, on donne une possibilité en plus, mais en fait, on s'aperçoit, c'est toujours pareil, hein, c'est les 99.1, hein, c'est-à-dire que sur un contenu, quel qu'il soit disponible, vous avez 90% de lecteurs, 9% qui vont réagir, et en fait, il n'y a qu'1% de contributeurs, quoi, réels, primaires. Donc, je ne sais pas si je réponds, voilà, mais c'est dans le raisonnement, oui, ça fait du sens, oui, ça peut apporter une forme de réponse, mais je pense que voilà, ça reste très minoritaire. Je sais pas. Oui. Mais. Une question dans la salle. Ah. Désolée Henri, je sais que tu as très soif, mais je ne peux pas m'empêcher parce que ce que vous racontez résonne. Ce week-end, j'ai fait 3 trucs. C'est pas beaucoup, 3 trucs dans un week-end. Et pourtant, j'en ai achevé aucun. J'ai demandé à Ikea un devis pour réparer un iPad que ma fille avait cassé et que l'assurance que j'ai souscrit à la FNAC accepte de rembourser a priori. Sauf qu'il faut un devis d'Apple pour le rembourser. J'ai acheté un canapé chez Ikea et j'ai demandé à donc l'assurance de rembourser la réparation de l'iPad. Ces 3 trucs assez anodins, assez cons. J'espère, en tout cas j'ai l'audace de penser que c'est à ma portée. Dimanche soir, j'ai demandé à mon mari s'il n'avait pas des anxiolytiques et s'il y avait un truc que je n'avais pas compris. Parce que j'ai passé mon week-end dans un truc kafkaïen avec un Apple qui me renvoie l'un l'autre. Je vous ai passé les détails, vous l'avez tous vécu 500 fois. Mais en tout cas, je me suis retrouvée dans ce moment de la vie où l'autonomie, qui suppose, on nous l'a tous appris enfant, d'avoir les moyens de l'autonomie qu'on nous donne. Donc la base de l'autonomie, c'est toi qui es responsable de ce que tu fais, mais en échange, tu peux décider de ce que tu fais, et puis tu as les moyens de ton autonomie. En fait, l'autonomie qu'on nous vend, qu'on nous raconte et qu'on nous fait fantasmer, elle se heurte quand même à un système où tout le process, tous les leviers, toute l'information sur votre propre compte client sont en fait dans les mains de quelqu'un d'autre. Et même si vous avez une maturité digitale, intellectuelle, etc., qui fait que vous avez cherché à garder ces moyens-là, et que vous n'avez par exemple pas donné à Apple l'autorisation de désactiver la fonction géolocaliser l'iPad avant de l'envoyer au SAV parce qu'on vous explique que si vous ne délocalisez pas le truc, on ne vous le réparera pas, puisque vous n'avez pas le droit de savoir où est l'iPad pendant qu'on vous le répare, hein, d'accord ? Bon, bref. Donc même si vous avez cette maturité qui fait que vous avez un peu d'esprit critique, voilà, en fait, vous ne pouvez pas. Donc mon point, c'est, je pense à Fromm et à la peur de la liberté. Et je me demande tout simplement dans quelle mesure on peut ne pas avoir peur de l'autonomie, en tout cas d'une autonomie qui nous renverrait tout le temps à nos responsabilités sans jamais nous donner les moyens de cette responsabilité. Alors pour ceux que ça inquiète, mon week-end s'est fini par une semaine où finalement tout s'est à peu près résolu. Mais je me suis quand même demandé comment faisaient les gens qui n'avaient pas un peu de capacité argumentaire, un peu d'esprit critique, un peu d'entre-gens, un peu de ténacité dans les moyens de pression avec ce qui apparaît comme un système en face de soi. Et c'est vrai que mardi soir à 23h, j'ai eu envie d'être très marxiste. Donc je rejoins Jean-Samuel Busquin. Ouais, moi j'ai eu les mêmes problèmes avec un magasin physique. Hein.
Ça existe aussi. Donc, non, mais pour le coup. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, sur est-ce que la technologie vient pas enjoliver quelque chose qui existe depuis toujours, c'est la prise de tête avec le service après-vente de Darty, quoi. Et qui, tout d'un coup, il n'y a plus quelqu'un sur qui hurler, mais en fait, je suis quand même dans la même situation d'incompétence ou renvoi à ma propre incompétence, qui est masquée par un joli truc qui s'appelle self-care, qui en plus est en anglais, c'est chic. À mon avis, effectivement, le changement lié au numérique, il n'est pas forcément dans le process, parce que pour le coup, c'est les gens qui ont conçu le process qui sont responsables et qui veulent garder beaucoup de contrôle et se protéger, mais il est dans le fait que là, le numérique va effectivement invisibiliser une partie du travail qui est faite par le consommateur. Donc, enfin, je suis d'accord, c'est enjolive au sens où ça cache le... C'est vraiment... je pense que la meilleure critique qu'on peut faire au numérique, c'est souvent ça, c'est d'enjoliver en cachant une certaine partie du travail et le plus moche. C'est tous ces services d'intelligence artificielle qui vous montrent des designers d'intelligence artificielle et qui, en fait, comme c'est pas encore tout à fait au point, vont ouvrir une plateforme en Indonésie où il y a 100 personnes qui vont travailler pour le faire à la main, en fait. Voilà. C'est la même chose avec le travail du consommateur, où on va vous dire que c'est quelque chose de fluide et transparent et où, en fait, il y a un certain nombre de choses à faire. Mais...